Merci Étienne. Donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement une présentation sur le numéro de la revue qui est paru au printemps dernier, un numéro qui portait le titre « L'alternance en formation, nouveaux enjeux, autres regards ». C'est un numéro que j'avais eu le plaisir de coordonner avec le professeur Mehdi Boudjaoui de l'Université de Lille 1 en France. Pour des raisons techniques, je suis la seule qui anime le webinaire aujourd'hui, mais je remercie quand même M. Boudjaoui pour toute la collaboration, pour la préparation de ce webinaire-là. Et je peux vous dire aussi que le numéro qui est paru donc au printemps dernier faisait suite à un colloque qu'on avait eu lors de l'ACFAS il y a quelques années. Un colloque qui portait le titre « L'alternance en formation entre dispositifs institués et pratiques d'acteurs, quel développement pour l'apprenant ». Donc, on va voir que la question des dispositifs versus les pratiques revient régulièrement dans les écrits et les différents articles qui sont présentés dans ce numéro. La façon que j'ai préparé cette présentation, dans le fond, ce que je compte vous présenter, c'est un peu une synthèse des différents articles qui sont proposés dans cette revue pour essayer d'avoir un regard plus global sur l'ensemble. Donc, je vais vous présenter les différents contextes dans lesquels s'insèrent ces numéros-là, et les différents acteurs aussi, et quels sont les niveaux qui ont été utilisés pour appréhender cette alternance. Et surtout, je vais m'attarder aux concepts qui ont été utilisés par les différents auteurs pour finalement ressortir les différents enjeux de l'alternance, à savoir s'ils sont nouveaux, vous en jugerez par vous-même. Donc, c'est certain qu'il existe de nombreux écrits sur l'alternance en formation. Pour nous, M. Boudjaoui et moi, il nous semblait important de considérer l'alternance éducative comme un objet de recherche évolutif qui gagne à être complexifié. Et on peut se demander, à travers ces nombreux contextes, ces différents niveaux de regard et à partir des différents concepts qui sont utilisés pour étudier cette alternance multiple, s'il est possible d'en arriver à des enjeux communs. Donc, ici, vous deviez voir les différents contextes en premier, mais on a eu un petit problème dans la transmission de la présentation. Mais donc, simplement pour vous dire que les 10 articles qui sont présentés dans la revue font état de différents contextes. Donc, qu'il s'agisse de formation en Espagne, en France, au Québec, en Suisse, de formation initiale ou continue, de formation au niveau secondaire destinée à un public. Oups, là je pense que c'est Étienne qui vient de changer la... Donc, formation initiale ou continue, formation de niveau secondaire qui est destinée à un public qui a des difficultés scolaires ou non. Formation post-secondaire aussi de niveau certificat, de niveau baccalauréat ou licence pour les Européens ou de niveau maîtrise. Donc, vraiment, on constate d'abord à la lecture de ce numéro-là que l'alternance peut s'opérer, peut se réaliser à travers différents contextes de formation et aussi s'adresser à différents métiers ou professions. J'avais placé ici l'ostéopathie, par exemple, dont il est question dans la revue, le travail social, la coopération internationale, les sciences infirmières. Mais bon, il y en a d'autres qui sont présentés aussi dans la revue. Et au final de tout ça, dans le fond, on peut se demander, est-ce qu'il y a des contextes qui sont spécifiques pour l'alternance? Et donc, est-ce qu'il y a des contextes qui seraient davantage contre, entre guillemets, bien sûr? Qu'est-ce qui caractérise ces contextes de l'alternance? Est-ce qu'il y a des récurrences? Est-ce qu'il y a des conditions, si on peut vraiment parler de conditions, là? Mais est-ce qu'il y a des conditions sine qua non pour pouvoir mettre en place une formation en alternance? Donc, je ne réponds pas à cette question-là, simplement des questions qui surgissent à la lecture au regard plus global qu'on peut porter sur l'ensemble des textes qui sont présentés. On constate aussi à travers la lecture de ce numéro sur l'alternance en formation une pluralité des appellations liées aux différents acteurs de l'alternance. Quant à moi, les différentes appellations sont lourdes de sens quant à la vision qu'on peut avoir de l'alternance et de la place qui est accordée à chacun de ces acteurs-là.
Par exemple, pour moi, c'est pas la même chose si on parle d'un employeur en milieu de pratique versus un expert. Donc, employeur sous-entend nécessairement l'idée en arrière ou la vision qu'on a que le milieu de pratique agit d'une certaine façon dans un contexte où il va favoriser l'employabilité, où il va agir, oui, avec une intention de, de recrutement. Donc, j'avais mis les différentes appellations, des appellations qu'on est habitué là, dans le milieu de formation, par exemple l'enseignant, les accompagnateurs, les responsables de formation, on parle aussi de la direction. Dans le milieu de pratique, bien sûr, les maîtres de stage, maîtres d'apprentissage, employeurs, experts. Et pour l'apprenant, on parle parfois d'apprenti, d'accompagner, de former. Donc, différentes appellations. Mais ce qui ressort aussi des différents textes, c'est qu'il y a des appellations qui sont utilisées dans plus d'un milieu, ou que ce soit pour le milieu de formation, milieu de pratique ou pour l'apprenant. Donc, entre milieu de formation et milieu de pratique, on trouve entre autres les formateurs, un terme qui est utilisé dans les deux cas, superviseurs aussi. Et étrangement, ce qu'on retrouve, donc pour une appellation commune entre l'apprenant et le milieu de pratique, on parle dans les deux cas parfois de professionnel, donc que ce soit professionnel en formation ou professionnel établi. Les différents textes posent les acteurs, mais ne décrivent pas nécessairement leur rôle ou quelle est la place qu'ils prennent dans l'alternance. Ce n'est pas nécessairement l'objet de leur texte, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Quel rôle a chacun de ces acteurs? Est-ce que ces rôles sont bien définis? Et, un peu comme je l'ai mentionné au départ, quelles appellations pour quelle vision de l'alternance? Les textes qui ont été présentés dans ce numéro de la revue, ce qu'on avait proposé initialement aux auteurs, en fait, c'est d'aborder l'alternance à travers différents niveaux qui sont bien connus, qui ont été posés par Donné, Charlier et Boudjaoui par la suite aussi. Donc, on peut parler du niveau macroscopique ou le macrosystème qui correspond plus au cadre politico-administratif, que ce soit au niveau local, régional ou national. Donc, on est plus dans une perspective organisationnelle, d'ingénierie sociale. Le mésosystème, au niveau mésoscopique, qui se situe plus au niveau des collectifs, comme par exemple les établissements scolaires, les organisations de formation, les entreprises. Donc, on est plus dans une perspective relationnelle. On est plus au niveau de l'étude de dispositifs et de leur fonctionnement. Et le microsystème qui correspond à l'ensemble des situations éducatives au sens strict, donc la classe, le cours, l'entreprise comme telle. Donc, le regard se porte alors davantage sur l'interaction du formateur ou de l'enseignant avec les apprenants et aussi sur les résultats des activités qui sont conduites. Donc, on est plus dans une perspective didactique. On sait que dans les années antérieures, les recherches portaient beaucoup plus sur le niveau macroscopique de l'alternance. Donc, on était plus dans les questions d'ingénierie sociale. De plus en plus, les recherches portent sur le niveau mésoscopique et le niveau microscopique de l'alternance. Donc, on entre davantage dans les pratiques, dans le vécu concret de ce qui se passe dans les formations en alternance. Et c'est le cas des articles qui sont présentés ici. Donc, si on prend un regard mésoscopique, d'abord, au niveau méso, le texte de Boudjaoui et Leclerc analyse d'abord les formations d'alternance à partir de la notion de dispositif, en revenant sur le sens étymologique de ce terme-là, qui laisse entendre à la fois l'idée d'une organisation ordonnée et l'idée aussi d'un libre usage. Donc, la question de l'usage revient fréquemment dans les textes. À travers l'étude de cas de formation en alternance, ces auteurs nous amènent à voir qu'au-delà des dispositions idéales de conception d'un programme de formation et de comment il s'applique concrètement dans la réalité, là, on est plus au niveau des dispositions fonctionnelles, c'est davantage au niveau des dispositions actorielles qu'on peut caractériser l'alternance, c'est-à-dire au niveau de l'usage qu'en font les acteurs concrètement. C'est-à-dire que même si on pense un dispositif en alternance avec toutes les plus belles qualités qu'on peut imaginer, ça ne veut pas dire qu'au niveau de la réalité, comment ça va être utilisé, au niveau actoriel, donc que ça va
tendre vers ce qui était proposé initialement. Le texte de... Oui, dans ce sens-là, l'alternance pour Boudiaoui et Leclerc, l'alternance peut être une propriété émergente des dispositifs et non nécessairement une caractéristique a priori, ce que je considère un élément important. Donc, le texte de Veillard et Kwame maintenant rendent compte d'une démarche de conception et d'intégration d'un outil d'aide au transfert de connaissances au sein d'une formation supérieure en alternance. Et ils ont appelé cet outil-là objet frontière, donc qui se promène entre les deux milieux de formation. Et ils parlent aussi d'expert horizontal pour assurer une fonction d'intercompréhension, de coordination et de traduction entre des groupes professionnels ou sociaux différents. Cette recherche permet notamment de voir que l'outil objet frontière permet, entre autres, aux maîtres d'apprentissage ou aux superviseurs de stage en entreprise d'avoir une vue globale des tâches qu'il peut confier à l'apprenti ou au stagiaire et offre un support au tuteur ou au superviseur pour questionner le stagiaire sur ce qu'il a pu mobiliser dans ses tâches comme élément théorique. Ça pose cependant la question de l'expertise horizontale nécessaire pour concevoir un tel outil et l'utiliser. Quand on parle d'expert horizontal, ici, on parle de quelqu'un qui connaît bien à la fois le milieu de formation et le milieu de l'entreprise. Donc, souvent, c'est des superviseurs qui se promènent entre les deux milieux qu'on peut qualifier d'expert horizontal. Mais donc, ce texte pose la question de l'expertise horizontale nécessaire pour utiliser un tel outil et le concevoir. Molina, quant à elle, a analysé l'usage des référentiels professionnels. Donc, on est encore dans la notion d'usage ici. Donc, l'usage des référentiels professionnels par les formateurs terrain en service social, notamment pour ce qui est de l'évaluation des compétences. Elle arrive à la conclusion que l'usage varie selon les profils des formateurs. Et donc, il y a 3 catégories qui se distinguent selon l'expérience professionnelle et selon l'expérience d'accueil en stage acquise avec le temps. Ça pose la question de la transmission d'une culture professionnelle qu'elle dit homogène à travers ces différentes pratiques d'alternance, à travers ces différents usages du référentiel professionnel. Méran, quant à elle, a analysé la part du portfolio de développement professionnel pour la construction de l'identité professionnelle d'étudiants en formation d'adultes à l'université et elle a mis en évidence l'impact formateur de ce type d'écrit qui se fonde essentiellement sur la reprise en contexte universitaire ici de l'expérience de stage réalisée. Donc, c'est le fait de reprendre ce qui a été fait en stage au niveau de l'écriture avec une réflexion qui l'accompagne, qui permet, qui rend le portfolio fécond. Elle dit « Il est remarquable de constater, par ailleurs, que ceux qui investissent le plus l'écriture à partir de leurs émotions sont ceux qui vont le plus loin dans le renouvellement des significations, des expériences en stage, entre autres. » Donc, ça pose la question de l'accompagnement à l'écriture d'un écrit tel que le portfolio, mais ça pourrait être un autre type d'écrit également. Donc, ici, on était vraiment au niveau méso, au niveau des dispositifs de formation, puis ça tend un peu plus vers le niveau micro. Si on s'en va justement plus vers le regard micro, plus spécifiquement au niveau des interactions, la question de l'accompagnement revient souvent dans les écrits au cours des dernières années et c'est le cas au moins pour 3 articles là, qui sont présentés dans ce numéro-là. Donc, il y a le texte de Charbonneau, Sanson et Rousseau, qui s'intéresse au rôle perçu par les superviseurs de stage en milieu scolaire et des formateurs en entreprise. Dans le cas de la formation, parcours de formation axé sur l'emploi, qui est particulier au Québec, qui vise la qualification des élèves qui ont d'importantes difficultés scolaires au secondaire. Après analyse, il s'avère que la réussite de ce type de programme d'insertion par l'alternance travail-études se fonde principalement sur l'accompagnement du superviseur en milieu scolaire et du formateur en entreprise, et particulièrement en termes de communication, de soutien et d'encadrement.
Le texte de Mazzalon, Gagnon et Roy rend compte de résultats d'enquête qui a été menée auprès de plus d'une centaine de superviseurs en entreprise dans différentes régions du Québec. Et ici aussi, on retrouve le concept d'encadrement qui revient. L'encadrement qui a été analysé tant sur le plan organisationnel que sur le plan pédagogique. Et donc, sur le plan organisationnel, les résultats montraient qu'on est essentiellement en présence d'une alternance concertée qui se traduit par une structure de formation cohérente entre les deux milieux de formation. Et sur le plan de la pédagogie ou de la formation en entreprise à proprement parler, les résultats révèlent la présence d'un guidage de l'activité, donc concept qui vient de Savoyant, un guidage de l'activité centré essentiellement sur l'exécution, c'est-à-dire dire ce qu'il faut faire et non pourquoi il faut le faire, et sur le contrôle. Donc, ces résultats, en ce qui a trait au guidage de l'activité effectuée par les superviseurs en entreprise, vont dans le sens d'une conception de l'alternance et du stage qui vise essentiellement l'application et la mise en œuvre de ce qui a été vu préalablement en centre de formation. Et donc, ça pose la question de la vision applicationniste des stages et ça pose la question du développement de compétences et de voir l'entreprise comme un espace d'apprentissage. Dans ce sens, les auteurs, Mazzalon, Gagnon et Roy, soulignent l'importance d'outiller davantage les superviseurs en entreprise en matière de guidage de l'activité et d'opérations d'orientation afin qu'ils intègrent dans leurs actions auprès des stagiaires non seulement le fait d'énoncer ou de définir des règles de fonctionnement, mais aussi qu'ils dégagent ou qu'ils permettent aux élèves de dégager les connaissances qui fondent ces expériences-là. Sur le thème encore de l'accompagnement, le texte de Leclerc, Marois et Houdard se penche sur l'activité d'accompagnement à l'écriture des mémoires professionnelles dans le cadre d'une licence professionnelle de formateur d'adultes. Les auteurs ont étudié la propriété d'accompagnabilité qu'ils définissent comme la propension des dispositifs de formation en alternance à distribuer l'activité d'accompagnement, mais aussi comme celle des usagers, on est encore dans la question de l'usage, donc aussi comme celle des usagers à la redistribuer, à accompagner, à se faire accompagner et à s'accompagner soi-même. En se fondant sur une étude donc menée auprès des tuteurs universitaires et des étudiants, il propose une typologie des styles d'accompagnement. Donc, il s'agit avec le style directif, où les normes à respecter sont au centre du processus d'accompagnement. Le style spéculatif, qui place le sujet au centre du processus d'accompagnement et où le mémoire devient vraiment un moyen d'apprendre à faire usage de soi en mobilisant ses potentialités. Et le style dialogique, où le dialogue est au cœur du processus d'accompagnement. Donc, leur texte permet vraiment d'approfondir le style dialogique d'accompagnement. Je dirais que pour ces auteurs, il n'y a pas de mode d'accompagnement plus efficace qu'un autre, sinon plus des appariements qui sont plus pertinents que d'autres entre le style de l'accompagnateur et le style de l'accompagné. Donc, si on était au niveau des interactions, maintenant, encore regard micro, mais plus au niveau des résultats ou des effets qu'aurait l'alternance sur les étudiants. Donc, il y a le texte de Chauvet et Gervais qui ont abordé, eux, l'alternance à partir de deux concepts. Puis, bon, je tiens à souligner que c'est à peu près le seul texte qui reviennent sur le concept d'alternance proprement parlé. Dans les 10. Donc, parce que peut-être l'alternance a été définie par ailleurs à plusieurs reprises, mais c'est vraiment le texte qui revient sur le concept d'alternance et ils le définissent donc comme un dispositif, comme des temps d'apprentissage successifs entre une institution de formation et un milieu professionnel qui peuvent aller de la coexistence pure et simple à l'articulation la plus cohérente possible et ils utilisent la typologie de Vanul, Méran et Ronvaux, donc qui va de l'applicationnisme à une intégration. Ils ont aussi mobilisé le concept de réflexion, donc qui prend sa source dans le concept d'enquête, inquiry, qui fonde celui de la pensée réfléchie chez Dewey. Et donc, ils ont
Pour ces auteurs, le modèle d'alternance intégrative qui questionne à partir de différences entre activités et lieux divers correspond le mieux, c'est celui qui correspond le mieux au concept de réflexion retenu, c'est-à-dire un processus qui est déclenché par une interpellation qui amène l'acteur en formation à conduire une enquête, elle-même source de résultats et d'effets, donc sur l'apprenant. Le résultat général de l'étude est à l'effet que des enquêtes déclenchées au pôle des savoirs sont déclenchées aussi bien au pôle des savoirs qu'à celui de l'activité en situation. Donc, ces deux types d'enquêtes circuleraient mutuellement sur le continuum des situations d'apprentissage. Et donc, un corridor, ce qu'ils ont appelé un corridor de pollinisation croisée, s'ouvrirait entre les deux pôles qui sont considérés généralement antithétiques, que sont donc la théorie et la pratique. Ils ont identifié 3 types de mouvements, donc un mouvement d'enquête des savoirs vers l'activité, un mouvement d'enquête de l'activité vers les savoirs et des mouvements alternatifs d'étayage mutuel entre savoir et activité. Finalement, le texte de Boudjaoui, Guitare, Sanchez et Turner-Bennett, eux reviennent avec la notion d'usage et de dispositif. Et donc, ils ont considéré la formation en alternance comme un dispositif à visée professionnalisante qui subit des interprétations subjectives de la part des différents acteurs et donc qui sera déterminé en fonction des usages qu'on en fera. Pour eux, c'est cette appropriation du dispositif par les apprenants qui détermine le potentiel professionnalisant de la formation. Donc, ils ont proposé différents types d'activités productives dans l'alternance, que sont l'activité professionnelle, l'activité discursive sur le travail, etc. Et donc, ces différents types d'activités peuvent mener au développement professionnel des étudiants. Dans ce cas-ci, c'était des étudiants infirmiers dans le cadre d'un nouveau dispositif de formation en Espagne. Et l'étude collaborative qui a été menée avec l'équipe pédagogique a permis de mettre en évidence un fort développement au niveau de l'éthos professionnel dès le début de la formation et versus une construction tardive des compétences professionnelles. Donc, ce constat-là, par les auteurs, suggère l'existence de 2 paradoxes à gérer dans la conception des dispositifs de formation en alternance, soit la sécurisation versus la dynamisation des apprentissages professionnels et la sensibilisation à l'éthos professionnel versus le développement des compétences opérationnelles. Donc, ces différentes contributions-là que je vous ai résumées de façon très rapide posent un certain nombre d'enjeux, parfois nouveaux, parfois non, de l'alternance, mais qu'au final, on pourrait, même s'il se rapporte, chacun des enjeux que j'ai placés ici se rapporte à un texte en particulier, mais qu'au final, il pourrait concerner chacune des contributions. Donc, on peut nommer, entre autres, l'enjeu de la rencontre des dispositions idéales, fonctionnelles et actorielles des dispositifs de la formation en alternance, c'est-à-dire la rencontre de ce qu'on souhaite comme construction de dispositif versus l'usage qui en est fait. Boudjaoui et Leclerc disaient à ce propos-là que pour qu'un dispositif perdure, il est nécessaire que les dispositions idéales, fonctionnelles et actorielles se rencontrent. Il y a aussi l'enjeu, je l'ai déjà nommé, de l'expertise horizontale qui est nécessaire dans l'alternance pour la conception et l'utilisation d'objets frontières. L'enjeu d'une certaine homogénéité de formation, malgré les pratiques hétérogènes d'utilisation, notamment des référentiels professionnels de formation dans les milieux de formation pratique, notamment pour ce qui concerne l'évaluation. L'enjeu de l'écrit et de l'accompagnement à l'écriture d'un écrit comme le portfolio et autres écrits. Et l'importance accordée aussi aux émotions dans le développement de l'identité professionnelle en alternance. J'arrive à l'autre, pardon. Oui. L'enjeu de l'accompagnement de façon assez large qui semble se poser à plusieurs niveaux et dans les deux milieux de formation. L'enjeu du passage d'une logique d'apprentissage et de développement de compétences en stage plutôt qu'une vision applicationniste uniquement.
L'enjeu de la formation des acteurs du milieu de travail. Je dirais formation des acteurs en général, mais plus spécifiquement formation des acteurs du milieu de travail. L'enjeu du développement de stratégies pour susciter des enquêtes qui vont autant des savoirs vers l'activité que de l'activité au savoir et des mouvements alternatifs entre les deux pôles, donc le développement de stratégies pour susciter ce type d'enquête. L'enjeu de la place qui doit être donnée à l'ethos face aux compétences dans le développement professionnel dans un dispositif de formation en alternance. Donc, voilà pour ma part les différents enjeux que j'ai pu ressortir des contributions qui font partie de ce numéro. Je terminerai tout simplement avec un texte dont je n'ai pas parlé, qui est le texte de Mauban et Roger, qui est le texte qu'on trouve au début de ce numéro de la revue et qui pose un peu un regard historique et sociologique sur la question de l'alternance et qui en arrive à proposer, ces auteurs proposent de faire de l'alternance en formation une figure de la pédagogie car elle peut être porteuse de principes fondamentaux qui en font une illustration avec ses singularités de l'éducation en général. Donc, c'est une réflexion avec laquelle je vous laisse. J'en profite avant de vous céder la parole pour les questions, parole à l'écrit bien sûr. J'en profite tout simplement pour aussi saluer différents auteurs qui ont contribué à ce numéro de la revue et qui sont présents. Là, je vois entre autres M. Chaubet, Elisabeth Mazalon, j'en avais vu d'autres tout à l'heure. Mais donc, je les nommerai pas tous, mais donc je vous salue bien bas et je suis bien contente que vous ayez participé à ce numéro de la revue. Alors, je vous cède la parole pour des questions. Ça va être Étienne qui va reprendre le contrôle de l'animation. Puis en fait, Claudia, je vais te laisser à l'écran pour les gens qui sont en ligne. Je vais simplement peut-être mentionner que moi j'en avais quelques questions. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de questions qui ont été posées par clavardage, mais juste parce que j'ai vu les diapositives avec lesquelles tu as terminé, je me posais la question, à propos des nouveaux enjeux, est-ce que ce sont selon vous des problèmes ou des questionnements ça vous menait vers quoi en fait ces questionnements autour des enjeux exactement? En fait, je ne les vois pas tellement comme des problèmes. Peut-être, Étienne, je peux rappeler aux gens que si vous souhaitez poser des questions, vous le faites à l'écrit avec la fonction clavardage, puis c'est Étienne qui va me transmettre la question. Mais donc, les enjeux qui sont posés à la fin, je ne les vois pas nécessairement comme des problèmes, mais des choses qui continuent d'évoluer et de se complexifier à travers l'alternance. Donc, des éléments sur lesquels il y a des recherches actuellement, et sur lesquels on tente d'améliorer dans la mesure du possible les pratiques pour que l'alternance soit la plus féconde possible pour les apprenants. Que les apprenants arrivent à créer davantage de sens entre ce qui est vu en entreprise et ce qui est vu dans la formation plus scolaire. Voilà. Je ne les verrai pas comme des problèmes. Mais bien des idées, je dirais peut-être, des idées de recherche qu'il faut pousser davantage. Un instant, je vais juste activer mon microphone. Mon microphone n'était pas activé, donc c'est juste pour mentionner que Claudia a mentionné pendant la séance qu'il y avait des diapositives où est-ce qu'on voyait du texte par-dessus, un texte en dessous, mais c'est un truc qui va être réglé, puis le document va vous être envoyé donc par courriel aux gens qui se sont inscrits via le formulaire en ligne là, pour le webinaire. J'imagine, Claudia, que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions en particulier sur un certain sujet ou peut-être les référer à quelqu'un ou Oui, en fait, moi, ce que j'ai tenté de faire dans la présentation, c'était vraiment une synthèse des différents apports qui sont présentés dans la revue. Évidemment, je ne connais pas
Je n'ai pas fait chacune de ces études-là. Et donc, il y a s'il y a des éléments qui vous interpellent davantage, je pense que d'abord, je vous inviterais à aller lire le texte que ça concerne dans la revue. Et puis, peut-être aussi contacter le chercheur directement. Mais sinon, bien sûr, moi, je demeure disponible pour répondre à certaines questions, pour envisager aussi certains projets de recherche futurs, bien sûr. Et merci beaucoup, Claudia. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toi puis que tu puisses partager un peu les éléments de ce numéro-là de la revue. Donc, si je ne me trompe pas, tu es du Mexique. Tu es présentement au Mexique pour certains travaux et puis tu vas revenir de retour au Québec bientôt ou Je reviens pas au Québec bientôt, mais oui, je suis au Mexique présentement. J'ai fait aussi différentes conférences sur l'alternance en formation et j'ai eu le plaisir de visiter différents centres de formation professionnelle ici au Mexique et formation technique aussi. Puis de discuter aussi d'alternance au niveau plus universitaire. Donc, je me considère choyée de pouvoir accéder à ces contextes de formation qui sont encore une fois très différents. Et donc, je serai de retour au Québec seulement dans plusieurs mois, l'été prochain. Donc, voilà. Merci Étienne, puis je voudrais juste remercier encore Monsieur Boudjaoui qui a collaboré à ce numéro, puis j'invite tout le monde à aller lire le numéro qui a été publié au printemps avec des textes qui sont vraiment très riches, qu'on peut relire plusieurs fois. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence et merci Étienne pour ton support